Bonsoir à toutes, heureuse de vous accueillir sur le plateau de Racontase littéraire, une émission un peu particulière ce soir parce que je suis la seule à bord. Mais ne vous inquiétez pas, on va retrouver Koulsoum bientôt pour d'autres aventures littéraires. Alors ce soir, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Elisabeth Techer. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir. Bien, alors ma première question, comment il est Elisabeth? Comment ça va? Ça va, il fait chaud. Il fait chaud, mais... ouais. On est au début de l'été, forcément, la chaleur vient. Et au niveau de la santé, au niveau du moral, comment Le moral, ça va. La santé, je continue à prendre soin de moi. On dira ça comme ça aujourd'hui, voilà. Ok, très bien. Bien, donc on vous accueille pour deux ouvrages. Donc on va parler donc du premier qui s'intitule 8 bougies pour la vie. Voilà. Ouais. Donc, premier roman que je vous conseille et donc dans lequel vous nous parlez en fait de votre combat contre la maladie. Donc, vous avez été atteint d'un cancer, un cancer du sein. Et donc, vous nous livrez votre parcours. Et alors, moi, la première question qui me vient, c'est forcément, quand on regarde la couverture de ce roman, forcément, c'est parlant. C'est parlant parce qu'on a le 8. Oui. Et donc, on a ce 8 qui représente aussi l'infini quelque part, ce cycle-là. Et puis, pour ceux qui ne le savent pas, donc c'est un 8 qui correspond aussi à Octobre Rose, donc le mois du cancer. Donc, 8 bougies pour la vie, comme en fait les 8 chapitres qui jalonnent votre parcours. Alors, donc voilà, ma question suivante, c'est pourquoi ce roman et comment donc vous est venue cette idée de cette autobiographie qui est époustouflante? C'est un témoignage vraiment de cœur, un ouvrage de cœur. Et c'est de là qu'est venue l'idée d'écrire ce roman, de raconter mes traversées du cancer, parce que j'ai traversé en 2013 et en 2015. D'accord. J'ai eu 30 chimios et 56 séances de radiothérapie. Ouais, donc c'est immense quand on n'est pas dedans. Avec une ablation du sein gauche totale et un curage aussi des axillaires, comme le disaient les médecins. Et dans ce parcours, il y a eu 4 jours, au tout début là, quand on m'a annoncé que c'était... il fallait faire vite, le médecin me dit « pas vous, il faut faire vite ». Oui. Et c'était un état d'urgence et en même temps un état où j'étais là et j'étais plus là pendant 4 jours où je ne savais plus trop si j'allais rester en vie ou pas. Et ces 4 jours sont infinis. On a l'impression de plus être là pour ses proches, pour ses enfants, pour sa famille et pour soi-même. Et à partir après, j'ai pris 4 jours pour accepter le diagnostic. Et après ces 4 jours, je me suis dit non. Comme j'avais accompagné mon père, j'ai mis mes baskets et à chaque traitement, je mettais mes baskets parce que je suis sportive de nature. Mais voilà, j'ai mis mes baskets et je me suis dit, il y a eu un Techer qui est passé, il n'y aura pas, il n'y aura plus d'autres, pas un deuxième. Et voilà, c'était là. Et j'ai eu une image. Je pense que c'est important quand ça nous arrive d'avoir un repère, d'avoir une personne sur qui s'appuyer, d'avoir de l'amour autour de nous. Et quand le médecin m'a dit qu'il faut faire vite, pas vous, je me suis, et qui m'a dit le diagnostic, je me suis vue sous une roche, mais un gros galet, comme la route du littoral. Mais j'ai vu mes yeux verts, là, t'es grand, ouverts dessous, et puis mes bras, ils bougeaient encore. Et quand j'ai eu cette image-là, je me suis dit, mais je bouge, donc il y a de l'espoir. Et voilà, donc c'est ça, c'est vraiment, c'était cette image m'a aidée. Et puis, il y a un infirmier qui m'a dit, au tout début, quand ils annoncent le protocole de soins, je lui ai demandé comment ça va se passer. Il m'a répondu, « Madame, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. » Il a dit ça 2 fois. Et sa présence, en fait, m'a rassurée parce que je me suis sentie pas seule. Écoutée, pas seule. Et ça allait bien se passer d'après lui. Donc, qui d'autre qu'un infirmier qui travaille dans le service pour vous dire que ça va bien se passer. Bien sûr. Moi, j'ai fait confiance et je crois que c'est la confiance qui m'a permis de rester plutôt dans une positive attitude. Exactement. Donc, c'est pour ça, là-dedans, dans cette petit ouvrage de cœur, je véhicule cet espoir et des possibles. On a un chemin,
il est casse-cassé, il n'est pas facile. Mais en faisant confiance, même si on n'a pas toutes les réponses, et ben c'est vraiment ça, c'est de dire j'y vais, même si j'ai pas toutes les réponses, et j'avance à mon rythme. Petit à petit, voilà. Et je gagne en autonomie, je suis avec des soignants, je suis prise en charge, voilà. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, je suis heureuse. Voilà, oui, ça s'entend, ça se voit et ça se sent. En fin de compte, c'est ça. Dans ce roman, on sent dès le départ, quand on vous dit voilà, que vous êtes atteinte de ce cancer agressif. Donc, on se dit, waouh, c'est quand même une nouvelle, ça nous plombe. Donc, et vous ne le cachez pas, ça vous plombe. Mais il y a toujours ce côté espérance et ce côté, donc comme vous dites, c'est un témoignage de cœur. On sent que l'amour est présent, mais voyez, cet amour spirituel. Moi, je l'ai ressenti comme ça, un amour spirituel, un amour qui vous permet en fait de visualiser, vous employez ces mots-là, visualiser l'amour dans vos organes. Exact. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer ça, d'où ça vous vient en fait, cette visualisation de l'amour qui guérit? C'est exactement ça, parce que j'ai des frissons quand vous me dites ça, parce que c'est vraiment ce que je voulais mettre dans le... en tout cas, toucher les lecteurs là-dessus, sur cette notion d'amour pur, d'amour puissant et d'amour référence, mais qui est déjà présent en nous. Parfois, on cherche au dehors. Exactement, oui. Ce qui est déjà en nous. Donc, moi, j'invite les personnes qui souffrent, quelle que soit la maladie, maladie chronique ou autre, ou bien des épreuves, de porter ce regard à l'intérieur et d'aller trouver un souvenir heureux. Donc, c'est là que je vais vous dire comment ça se passe pour envoyer de l'amour à mes cellules, parce qu'aujourd'hui, je le fais encore. D'accord. Je me souviens d'un souvenir heureux. Mais pendant, moi, une vingtaine de secondes, je pense au sentiment que j'ai eu de la joie, de l'excitation, de la passion. Vraiment, c'est ce moment où j'étais bien. Et dès que le sentiment il est bien là, j'inspire ce sentiment de joie, par exemple. Et quand j'expire, je diffuse toute cette joie dans mes cellules, dans tous mes organes. Et là, ça circule, la vie circule. Et je me souviens du meilleur, pour mieux traverser l'heure. C'est vraiment ça. Se souvenir du meilleur quand on est à terre, quand on veut s'appuyer, qu'on ne peut pas, quand on est tout seul et que voilà, et rien ne se passe. Et oui. D'accord. Il y a des phases qui sont compliquées durant ce traitement. On patiente souvent. Oui. On n'a pas toutes les réponses. On doute. Et puis, à un moment donné, le traitement s'arrête. Il y a l'épée de Damoclès en haut qui dit aïe, aïe, aïe. Il revient. Non, la confiance. Ne pensez pas à cette épée. Les personnes qui traversent ou qui ont traversé, ne pensez pas à demain, mais chérissez le présent, le maintenant. Et c'est en chérissant aujourd'hui, en disant à la vie, oui, je t'aime et je m'aime tel que je suis. Je pardonne et je me pardonne pour mes manques d'amour envers moi-même et envers les autres. Mais je pense que ça, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire, quel que soit le temps qui nous reste à vivre. Oui, non, mais c'est tout à fait ça. En fait, on s'aperçoit que votre plus beau médicament, enfin, il y en a d'autres. Après, on va en parler, bien évidemment. Mais on sent que, en fait, votre meilleur médicament, c'est ça, cette pensée qui vous traverse, finalement, le côté spirituel. Bon, vous parlez de Dieu, vous avez cette foi-là. Mais on sent quand même que la visualisation de la guérison joue un rôle vraiment important. Et donc, c'est vraiment cette dimension-là qui est mise en avant. Et finalement, on se dit, waouh, quelle résilience, finalement, dans ce parcours de vie-là. Et vous arrivez aussi à je dirais, magnifier la douleur. C'est-à-dire dans le sens où vous vous dites, c'est comme ça, je l'accepte. Je la regarde, je l'embrasse en fait. C'est ça. Et c'est vraiment ça, j'invite les personnes qui traversent ou qui viennent d'apprendre ou qui sont en train de peut-être remonter ou qui sont à la fin des traitements, quel que soit et même les personnes qui souffrent de quel que soit d'autres choses, bien sûr. De dire, écoutez, revenez là à l'essentiel. À l'essentiel, il y a votre cœur qui bat, vous respirez. Et revenez là, et puis chérissez ce moment-là, embrassez la douleur. Moi j'ai des séquelles après les traitements, donc et en ce moment j'ai beaucoup de ça réveille. Je ne sais pas si c'est la chaleur ou bien, voilà. Mais en tout cas, c'est bien là. Donc je chéris aussi la douleur. Et je sais que tout finit par passer. Rien n'est figé dans la vie. Et c'est ça. On ne calcule pas quand ça va passer.
Mais voilà, cette espèce de philosophie un peu de lâcher prise, finalement. C'est ça, se lâcher prise au quotidien qui vous permet finalement de supporter et donc, comme vous dites, d'embrasser cette maladie, voilà, et la vie, tout simplement. Parce qu'il y a une expression quand quelqu'un est amoureux. J'ai entendu plusieurs fois des personnes dire que quand ils sont amoureux, il y a comme si que l'estomac il grandit ou bien il y a un espace qui grandit. Et bien, quand il y a la douleur qui est là, pensez à quelque chose de doux, quelque chose un souvenir, peut-être un sourire, peut-être une personne qui a tenu la porte pour qu'on passe ou qui nous a laissé des passages ou bien qui nous a dit bonjour à un moment où peut-être nous, on ne croyait plus à ce bonjour. Et donc, pensez à ça et puis pensez très, très fort. Et puis, vous allez voir, ça va agrandir votre espace vital, votre espace vivant. Et non, moi, je chéris le maintenant parce que je ne sais pas. Bien sûr, bien sûr. C'est important. Ah oui, donc ça nous invite à une autre perception en fait, de la vie. Malheureusement, dans la vie de tous les jours, il faut qu'on arrive à ce genre d'épreuve-là pour se recentrer finalement sur l'essentiel. Mais bon, c'est un cheminement que en n'ignorant pas la douleur. Moi, je le fais en regardant la douleur. Tout à fait, parce que voilà, tu es là, tu me donnes un message. Bien sûr, bien sûr. Je t'écoute et je suis prête à continuer avec toi. Mais je ferai tout pour que tu partes. Maintenant, ça prend du temps, ça prend parfois du temps un peu plus. Mais j'y crois, moi, à la vie. Ah oui, mais de toute façon, ça se transpire et c'est une belle leçon que vous nous donnez là. Moi, j'aimerais revenir sur un passage qui m'a marqué dans le chapitre 3. Alors, peut-être que j'ai mal prononcé en fait le terme médical. La mastectomie, c'est ça? La mastectomie du sein gauche. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, c'est un passage en fait qui m'a interpellée parce qu'à un moment, vous vous adressez à votre sein qui part. Voilà, et vous lui dites pardonne-moi, enfin en gros, excuse-moi de ne pas avoir pris soin de toi, là tu pars. Alors je me dis waouh, c'est quand même fort de reconnaître, enfin de vouloir se réconcilier avec cette partie de nous qui part, parce que bon, c'est une ablation. Et c'est aussi suite à ça, il y a tout un cheminement sur la féminité qui revient. Est-ce que je serai une femme? Est-ce que je serai encore désirable? Est-ce que tout va bien se passer? Comment, voilà. Et j'avais envie de vous dire, qu'en est-il maintenant en fait de cet élément qui définit quelque part une femme? J'ai fait le choix de pas avoir recours à la reconstruction. D'accord. Parce que j'ai eu en fait 56, mais c'était pas en mode militant, c'est vraiment parce que j'ai eu 56 séances de radiothérapie et il y a des risques d'infection et j'ai pas envie de repasser sur la table d'opération, pour vous dire sincèrement. D'accord. J'ai connu les hôpitaux, maintenant j'interviens dans la santé, mais je ne suis plus la patiente qui est sur la table d'opération. Donc, j'ai vraiment pas envie de passer sur la table d'opération et d'éviter les infections. C'était pour ça. D'accord. Et j'ai eu un moment, ça s'est fait par étapes pour la féminité, le regain de féminité, la réconciliation en fait avec la femme. Le sein, il y a eu le départ. Et puis, il y a eu l'image que j'ai vue dans le miroir où là, j'ai vu la cicatrice et je me suis dit, au départ, j'ai dit c'est une fermeture éclair. Après, j'ai dit non, c'est pas une fermeture éclair, c'est une nouvelle ligne de conduite, comme ligne de départ sur une course. Bien sûr. Une nouvelle ligne de départ. Et en fait, au début, j'ai voulu être posée en maillot de bain pour une marque. Et il y avait une annonce. Et là, j'avais demandé au père de mes enfants, prends-moi en photo. Et puis, c'était très cadré, tac, tac, tac. Et j'avais envoyé aucune réponse. Donc là, je dis, zut, alors. Même pas possibilité d'être comme ça. Et puis un jour, mais vraiment sans calculer, mais vraiment naturellement, je cherchais des maillots de bain pour aller à la plage, mais des maillots féminins, quoi, un peu glamour, bien sûr, colorés et tout. Et je vois une association en métropole qui s'appelle Complètement Femme et l'audace d'être entière après une mastectomie. Ouais, ça c'est bien. Et je vois qu'elle fait une publication avec une femme dans l'eau, là, et puis, comme moi, Amazon. Et la dame, elle prend la personne dans les bras. Et je fais, waouh, c'est mon rêve. Bien sûr. Je rêve de ça. Et puis, je dis, waouh, voilà. Et puis, non, mais il y a eu Garance avant, pardon. Ça, c'est l'association Complètement Femme. Avant, il y a eu Garance, pardon, je me perds. Mais il y a eu Garance et ceux qui vendaient les maillots de bain.
et qui pouvait accueillir la prothèse, donc qui était flashy. Et là, je dis, waouh, c'est joli maillot. Donc, je commande. Je fais une photo et j'envoie pour Garance et je mettais un petit mot avec. Et la fondatrice de la marque Garance Paris me contacte et me dit, Elisabeth, est-ce que tu accepterais d'être l'égérie de la marque? Ah ouais, donc ça, c'est super. Enfin, en termes de réconciliation et de... Oui. Et donc, j'étais pendant 2 ans, parce qu'après, la boutique a fermé. Là, elle vient de réouvrir. D'accord. Mais Garance Paris, j'étais l'égérie de la marque. Donc, je me mettais en maillot de bain, je posais sur la plage de la Réunion, simplement. Et j'envoyais et je mettais un petit mot d'espoir pour les femmes. Pour moi, c'était pour les femmes. C'était pas pour le commercial. Et voilà, donc ça s'est fait par étapes. Et puis un jour, je me suis dit, je veux plus de cette prothèse dans le maillot, ça pèse trop lourd. Et j'ai osé l'enlever sur une plage de l'Ermitage et j'ai enlevé. Voilà. Au début, j'avais mes mains sur ma poitrine. Exactement. Et puis je me suis avancée délicatement vers la mer. Puis à un moment donné, je me suis dit, allez, vas-y, quoi. Et j'étais en topless. Et là, je me suis retrouvée face à une jolie Catherine qui avait une super poitrine et qui était aussi en topless. Et elle me dit, mais qu'est-ce que vous êtes belle. J'ai dit, ah, non. Je dis, c'est vous, hein. Je dis, parce que moi. Elle me dit, non. Et là, à ce moment-là, j'étais heureuse. J'étais à nouveau femme. Et puis, je pense que c'est pas ça que les personnes retiennent quand elles me rencontrent. Bien sûr. Voilà. Donc, ah oui, c'est-à-dire faire d'une blessure une beauté, quelque part. Aujourd'hui, je suis heureuse d'être la femme que je suis, d'être attentive aussi à ce qui se passe dans mon corps. Et là... voilà, comme je vous dis, hein, c'est un chemin, c'est un long chemin. Bien mais moi, je suis heureuse d'être sur ce chemin parce que j'ai de belles surprises, j'ai des rencontres formidables. Et puis, je me dis, j'écris aujourd'hui. Voilà, exactement. Voilà. Donc, alors, pour parler de votre recueil poétique, parce que le temps passe et bientôt, voilà, donc l'émission va se terminer. Juste avant, est-ce que vous pourriez nous dire, de quoi parle à peu près votre recueil poétique? Enfin, là, créatrice, on a déjà ce flux, qui coule. Enfin, moi, j'ai pensé à la lave, le volcan, ce qui est à l'intérieur de vous et de cette essence-là, finalement, qui vous donne cette pulsion pour être au plus près de la nature, parce qu'on sent finalement que dans votre recueil, c'est la nature qui vous nourrit, c'est la nature qui vous permet d'être vous, c'est tout ce cheminement encore spirituel, mais de toute façon, c'est complètement vous, quoi. C'est ce rapport à la nature et le rapport à ce que vous faites, quoi. Maintenant, vous êtes dans la sophrologie, donc voilà, en gros, vous pouvez nous dire un peu l'idée qui a germé. Alors, en fait, j'ai l'âme créatrice, c'est le fruit, en fait, de... Les mots, comme ils me sont venus à mon cœur, c'est la lave en fusion. Voilà, c'est ça. Donc ça coule comme sur la montagne, il coule, et puis il rejoint la mer parfois, il rejoint parfois juste un autre piton. Et je pense, mon souhait en fait, comme dans le premier livre, c'était de rester en vie, de prendre soin, de chérir la vie. Bien sûr. Et là, j'invite des personnes à prendre soin de la vie qui gronde à l'intérieur d'eux. Voilà, c'est ça. Ouais, la vie qui gronde. Et est-ce que je peux vous lire un passage? Oui, bien sûr, rapidement, si la régie nous le permet. Alors, je tombe sur un poème là, qui s'appelle L'eau de mer. L'ode au goût de la mer. L'océan m'appelle. Flirt inespéré. L'eau me complète, me pénètre. Renaissance. Sur cette crique d'une terre sainte, un rendez-vous secret. Ma peau, à l'empreinte sel et miel, sel et mer, retrouve sa saveur originelle. Ah oui, donc l'eau. Voilà, l'eau qui vient, qui est matrice. L'eau et puis le sel. Bien sûr. Mon souhait, l'âme créatrice, c'est vraiment d'inviter chacun, les lecteurs, lectrices, à choisir la vie au cœur de toute chose. Bien sûr, au centre, et puis d'être attentif aux sons, aux vibrations, aux sensations, bien sûr. À tout ce qui gronde en nous. Puis en faire quelque chose. Oui, à créer, donc justement. Créer, voilà, exactement. Une poésie, la poésie, ça veut dire créer, quoi. Exactement. Donc c'est vraiment ça, c'est pas limité. La création, elle est infinie finalement. Et juste oser être soi. Si quelqu'un veut écrire aujourd'hui, parce que là on est dans une émission littéraire, j'invite des personnes à écouter la personne qu'elle est vraiment et d'oser poser les mots sur le papier, mais qui
qui nous correspondent. Exactement. Et puis, aujourd'hui, j'ose dire le sel à mes lèvres. J'ose parler de ce baiser, voilà, c'est vraiment c'est la vie, être soi finalement. Être soi et voilà. Ok. Alors, on vous a demandé de venir avec un objet qui vous caractérise. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2-3 mots rapidement avant qu'on nous coupe? Alors, me caractérise. Alors, je ne sais pas si ça me caractérise, mais en tout cas, j'ai trouvé En fait, j'ai un stylo vert et depuis que j'ai écrit de la poésie, j'écris souvent à l'encre verte. Alors, ne me demandez pas pourquoi. Parfois, ça m'arrive d'écrire avec un crayon, mais j'ai souvent un stylo à l'encre verte. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais maintenant, le vert, pour moi, c'est la guérison, c'est l'espoir, c'est peut-être la couleur de mes yeux que mon papa m'a donné aussi pour se souvenir qu'il est toujours là, même s'il n'est plus là. C'est peut-être l'espoir d'écrire encore plein de livres. Voilà, d'accord, c'est ça, vert créateur. Et le dernier poème, c'est La femme de la mer écrivait à l'encre verte. Ah, voilà. Donc, un espèce de continuum. Voilà. Ça présage peut-être un autre recueil en préparation. C'est déjà en préparation. D'accord. Donc, ça se travaille, là. Ah, ben super. Donc, on sera content de vous réaccueillir, pour que vous nous présentiez ce nouvel univers. Je suppose que la nature sera vraiment encore. Ah oui, encore. C'est le sel, c'est l'amour, c'est... Voilà, c'est vraiment être pleinement soi, ça libère. Et ça nous on est tous liés. Bien sûr. Et je pense que faut pas oublier qu'on est de passage et autant que ce passage soit... passage. Voilà, passage amour, quoi. Amour sel, amour salé, amour sucré, je sais pas. Et puis folie créatrice dans l'amour, ce qui nous permet de... Se souvenir de qui l'on est pour faire naître de belles choses aussi, ou transmettre un message à celui qui en a besoin. Bien sûr, bien sûr, c'est sur ces belles paroles qu'on va se laisser. On vous remercie beaucoup, Elisabeth Péchard, d'avoir partagé avec nous ce racontage. On vous recommande bien évidemment L'Ave créatrice, c'est un super recueil poétique, et 8 bougies pour la vie. Et nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures littéraires. Bonne soirée.